Qui a tué Suzanne Barou de la Lombardière de Canson? La gangrène ou la cupidité? La vieille dame était riche, très riche même. C'était l'héritière du fameux papier des 5 Canson. Une femme fantasque, originale, qui gérait sa fortune d'hôtel en hôtel entre la Côte d'Azur et le lac Léman. Elle y promenait des toiles de maître fabuleuses qu'elle vendait au gré de ses besoins, jusqu'au jour où elle a croisé 2 escrocs. Elle est morte dans des conditions effroyables, affamée, séquestrée, et personne ne s'est demandé ce qu'elle était devenue. Ni les marchands d'art, ni le Louvre, ni les ténors du barreau qui tournaient autour de ces toiles. Avril 1987. Les Deschamps ont rendez-vous avec un avocat parisien, maître Vicenzini. Il ignore pourquoi ce couple qui réside en Suisse a tant insisté pour le rencontrer. Un homme très grand, bel homme, et une femme beaucoup plus petite, avec un regard bleu d'une extraordinaire intensité et une chevelure blanche qui faisait comme un halo au milieu de son visage. Et je vois tout de suite dans ce regard de la détermination et de l'inquiétude. Et elle me dit, ma petite sœur est morte il y a quelques mois, elle a été incinérée, et nous appartenons à une famille, je m'appelle Jeanne Barou de la Lombardière de Canson, et on ne se fait pas incinérer dans la famille. Donc ça n'est pas normal, il s'est certainement passé quelque chose. Suzanne Barou de la Lombardière de Canson est morte à 76 ans. Elle a été incinérée à l'insu de sa famille 2 jours seulement après son décès. Les 2 sœurs ne se fréquentaient plus. C'est un ami de Suzanne qui a tout appris à Jeanne Deschamps. Suzanne aurait été recueillie chez une aventurière et que c'est chez cette femme que Suzanne de Canson serait décédée. Elle serait morte de la gangrène. Or, on ne meurt pas en 1986 de la gangrène si on est soigné. Quelqu'un qui est malade, qui a une maladie dont on connaît l'issue fatale et qui ne reçoit pas de soins, c'est probablement qu'il y a eu une défaillance quelque part. Et donc l'idée d'une non-assistance à personne en danger s'impose naturellement à mon esprit. Ce n'est pas tout. Quelque chose intrigue particulièrement la sœur de Suzanne de Canson. Madame Deschamps me dit, ma sœur avait une collection de tableaux de maître, de très beaux tableaux, et un de ces tableaux aurait été acheté par le Louvre. Or, ma sœur n'a jamais voulu vendre un de ces tableaux au Louvre. Elle considérait les gens du Louvre comme des malfrats. Ce tableau, c'est un Murillo, une toile du XVIIe siècle. Le peintre espagnol l'a intitulé « Le gentilhomme sévillan ». Suzanne en avait hérité de son père et d'après sa sœur, elle y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Donc, si ce tableau a été acheté par le Louvre, c'est anormal, il s'est passé quelque chose d'anormal. Que peut-on faire ? L'avocat propose au couple de porter plainte contre X pour vol et non-assistance à personne en danger. Quelques semaines après, la plainte se retrouve au tribunal de Toulon, la ville où Suzanne de Canson est morte 9 mois plus tôt, le 16 septembre 1986. Jean-Pierre Bernard, à l'époque, vous êtes juge d'instruction au tribunal de Toulon. Vous avez en charge des dossiers de grand banditisme, de stupes. Vous avez instruit par exemple l'affaire Roberto Succo, ce tueur en série italien qui sévissait en France. Et pourtant, vous vous intéressez à ce petit dossier, si je puis dire. Pourquoi? Vous vous intéressiez particulièrement à la peinture? Quand j'étais à l'ENM, j'ai travaillé justement sur le circuit du tableau. C'est un mémoire de travaux dirigés. Donc cet intérêt personnel, je l'ai poursuivi quand j'étais à Toulon en fréquentant les galeries de peinture et en m'intéressant
aussi aux différentes jurisprudences qui se rapportaient à l'importation, l'exportation et le contrôle des toiles. Et j'allais dire que les circonstances assez mystérieuses des faits présentés m'ont incité à accepter cette procédure. Et donc vous rentrez en contact avec les Deschamps. Et que vous disent les Deschamps de Madame de Canson? Une personne qui vit de manière autonome, indépendante depuis des années, et qui a un petit peu une vie de nomade, partageant sa vie entre la France et la Suisse. Voilà grosso modo ce que j'ai comme information. Suzanne de Canson est née le 15 janvier 1910 à Paris, quelques jours seulement avant la grande crue historique. Elle et sa sœur sont les héritières d'une famille riche et connue, les Baroux de la Lombardière de Canson. Une famille qui a fait fortune au XVIIIe siècle dans l'industrie du papier en Ardèche. Le papier à dessin Canson, qui devient célèbre dans le monde entier. Le père de Suzanne et de Jeanne ne s'occupe plus de l'usine. Il est devenu antiquaire. Richissime, il habite avec sa famille dans un hôtel particulier des Champs-Élysées. Meubles, argenterie, sculptures, tableaux de maître, Jacques de Canson collectionne les antiquités et initie ses filles à sa passion. Elle parlait beaucoup d'art, elle avait été élevée dans l'art et comme elle admirait beaucoup son père, elle était souvent avec lui, elle connaissait bien les peintres, les sculpteurs, elle avait une grande culture d'histoire de l'art en fait, très approfondie. Adolescente, Suzanne se sent différente. Et si elle se marie très tôt, à 18 ans, avec un cousin germain, ce n'est pas par amour. Elle prenait sa liberté, elle s'affranchissait du carcan familial, elle s'émancipait et enfin elle allait pouvoir vivre la vie qu'elle voulait vivre. Quelques mois plus tard, Suzanne de Canson quitte son mari pour une femme, Laurence Paul, de 10 ans son aînée. À l'époque, en 1928, cela fait scandale. Mais Suzanne assume, quitte à affronter son milieu. Elle a eu un grand amour dans sa vie, c'était cette Madame Paul, et elle lui a été d'une remarquable fidélité toute sa vie. Elle était certainement très en décalage vis-à-vis de son temps, mais elle était, je pense, très moderne. Pendant 30 ans, les deux femmes mènent une vie de luxe, presque marginale, d'hôtel en palace de la Côte d'Azur aux rives du lac Léman. Suzanne profite des largesses de son père, mais donne peu de nouvelles au reste de la famille. Quand le père meurt, eh bien, Jeanne ne sait pas où est Suzanne, et donc pour la retrouver, un appel est passé à la radio pour l'informer du décès de son père. En 1958, Suzanne de Canson hérite de la moitié de la fortune de son père, 300 millions de francs, une somme colossale à l'époque. Des meubles, des toiles, beaucoup d'objets d'art que leur père collectionnait. Dans le lot, elle récupère le gentilhomme sévillant de Murillo et d'autres chefs-d'œuvre. Et figure dans ces tableaux de mémoire un Rembrandt, des Sanguines de Boucher, un Guardi, un Watteau, un Hubert Robert, un Quentin Latour, donc des noms, un Van Dyck, portrait de Lady Fane, si mes souvenirs sont bons. Elle avait des choses extraordinaires. Et donc elle vendait au fur et à mesure pour vivre et pour... Elle voyageait, elle vendait, elle partait, elle revenait, voilà. Donc elle vendait à Paris, elle vendait à Monaco et elle vendait peut-être ailleurs, je ne sais pas. Elle vendait ses affaires. Monsieur Bernard, Suzanne de Canson était donc en rupture avec sa famille. Pourtant, sa sœur aurait dû hériter, ce qui n'a pas été le cas. Comment c'est possible ça? Qu'est devenu l'héritage? Étant un ascendant, le seul ascendant de Suzanne de Canson, effectivement, elle aurait dû elle-même faire une déclaration d'ouverture de succession. Mais elle est dans l'ignorance complète de ce qui est devenu le patrimoine de sa sœur, tout en sachant
que certaines pièces ont été vendues pour faire la subsistance de Madame de Canson. Donc elle peut imaginer aussi que sa sœur a tout vendu. Elle ne sait pas. Qui a prévenu Madame Deschamps de la mort de sa sœur? Un certain monsieur Selloty. Et qui c'est ce monsieur? Et monsieur Selloty est un ébéniste antiquaire qui a une galerie d'art à Vevey, en Suisse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce dossier? La possibilité d'une captation d'héritage ou éventuellement une mort suspecte? Si vous voulez, il y a les deux éléments sont intéressants. Ils ne sont pas forcément liés. Puisque, après tout, la captation d'héritage, il faut l'établir. Et la deuxième interrogation, c'est pourquoi cette Suzanne de Canson est décédée de manière inconnue dans une petite commune du Var. Elle a été incinérée, que sa famille n'a pas été prévenue. Donc, si vous voulez, les deux éléments sont intéressants. On n'a pas forcément cherché à faire le lien entre les deux, mais les deux pistes se sont croisées, forcément. Le 30 mars 88, un an et demi après la mort de Suzanne de Canson, la brigade de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence est saisie. Le gendarme Jean-Louis Bertrand s'y colle, presque à contre-cœur. J'étais pas très chaud parce que dans le métier, les captations d'héritage, c'est pas ce qui nous intéressait le plus. Le juge Bernard lui demande d'interroger l'homme qui a prévenu la famille de Suzanne de Canson, l'antiquaire ébéniste de Vevey, le fameux Louis Selloty. Il nous fallait absolument entendre cet individu. Parce qu'il a connu Madame de Canson, il affirmait des choses, le juge lui avait téléphoné, donc il lui avait dit, et tout ce que le juge nous disait, il nous fallait absolument le mettre par écrit. Le problème, c'est que Louis Selloty est suisse et les gendarmes français ne sont pas autorisés à l'interroger. Seule solution, le faire venir en France, à Évian. Un début d'enquête assez rocambolesque. Il ne voulait pas venir, on lui a dit qu'on envoyait la vedette de gendarmerie traverser le lac pour qu'il puisse venir, donc il était content. Il est arrivé, il a passé la journée avec nous, et là ça commençait à prendre forme. Il raconte qu'effectivement, il était un ami très proche de Madame de Canson. Il l'avait rencontrée en 1984. La vieille dame lui avait demandé de vendre certains de ses plus beaux tableaux, dont le fameux gentilhomme sévillan. Elle avait d'ailleurs rédigé un mandat. Si Louis Selloty vendait cette toile, il toucherait une commission confortable. Mais quelques semaines plus tard, Suzanne de Canson s'est ravisée. Elle a débarqué brusquement dans la boutique en compagnie d'une femme et d'un homme. Ils sont arrivés, puis ils ont piqué les tableaux, ils sont repartis avec Madame de Canson. Et là, il était très inquiet parce qu'il n'avait pas reconnu Madame de Canson telle qu'elle était. Telle qu'il avait connu une femme petite, fluette, mais très autoritaire, qui savait ce qu'elle voulait. Et là, il est tombé sur quelqu'un qui, manifestement, était dans les pattes de mauvaises personnes. Ces gens, Louis Selloty connaît leur nom. Il s'agit d'un avocat toulonnais, maître Robert Boissonnet, et d'une artiste peintre, Joël Penel. On l'a laissé parler, sans trop poser de questions. Parce qu'à ce moment-là, on est arrivé à un point où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On nous parlait de tableaux de maîtres, de trucs extraordinaires, d'avocats, maître Boissonnet, qui ne correspondaient pas à l'image qu'on se donnait d'un avocat. Louis Selloty raconte ensuite aux gendarmes qu'il est tombé sur le Murillo un an plus tard, par hasard, en feuilletant un catalogue de vente de Christie's, le fameux marchand d'art londonien. Et ce qui l'a étonné, c'est que le tableau n'appartenait plus à Suzanne de Canson. D'après le catalogue, la propriétaire était une certaine Jeanne Chapuis, morte à Genève en 1979, 6 ans plus tôt. Louis Selloty n'a rien compris. Les gendarmes, eux, sentent bien que le juge Bernard a raison de s'intéresser à cette histoire d'héritage. On avait besoin d'aller voir le juge, de discuter avec lui, de faire le point et nous dire on va faire un plan de travail parce qu'il va falloir faire d'une façon différente. Les gendarmes sont désormais convaincus, comme le juge Bernard, de l'intérêt de cette affaire.
Une héritière qui promène ses chefs-d'œuvre d'un pays à l'autre sans prévenir la douane, en compagnie d'un avocat et d'une artiste peintre, cela ne leur dit rien qui vaille. Suzanne de Canson avait peut-être décidé de mener ses affaires comme ça, de cette manière, mais peut-être pas. Et si la vieille dame s'était fait manipuler par des escrocs? Les gendarmes, qui ne veulent pas attirer leur attention, se gardent bien pour l'instant d'interroger Maître Boissonnet ou Joël Penel. Ils préfèrent enquêter discrètement dans l'entourage de Suzanne de Canson. Madame de Canson a très peu d'amis, elle est pas très sociale. À quoi c'est dû, je ne sais pas. Peut-être le fait que son homosexualité le place hors de la société, quelque part. Mais il y a Célotti, il y a Madame Guerrier, il n'y en a que 4 ou 5, pas plus. Au fur et à mesure des auditions, les gendarmes commencent à cerner la personnalité de Suzanne de Canson. Tous ses amis la décrivent comme une femme extrêmement méfiante, voire un peu paranoïaque. Elle avait le sentiment qu'on en voulait à tout ce qu'elle possédait. Et ça s'est confirmé à chaque fois, si vous voulez, qu'on la voyait, qu'à chaque fois, elle vous disait « Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut me poursuivre, ou j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut m'acheter ça pour 3 francs 6 sous, et qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir l'obtenir. » C'est une personne qui a été roulée de nombreuses fois dans sa vie, ou tenté de rouler, donc elle ne faisait confiance pratiquement à personne. Et elle avait trouvé une manie, elle avait un pendule. Et elle faisait tourner son pendule. Si c'était positif, elle faisait confiance. Si c'était pas positif, elle faisait pas confiance. Son pendule, son instinct et une manière bien à elle de gérer ses affaires. Suzanne de Canson vivait au jour le jour, sans compte en banque ni couverture sociale. Au gré de ses besoins, elle vendait ou gageait ses biens dans les mondes piétés. Une gestion qui surprend les gendarmes car elle frisait parfois la malhonnêteté. En fait, Madame de Canson était une roublarde. Elle se débrouillait souvent pour retirer son tableau bien avant d'atteindre la somme limite. Et en disant que je vais vous rembourser, et elle ne remboursait jamais. On s'est aperçu que Mme Canson devait de l'argent à peu près partout. Dans ses affaires, c'est donc Suzanne de Canson qui fixait les règles. Un couple monégasque raconte aux gendarmes qu'en 1980, la vieille dame avait demandé un bien étrange service à leur fille, installée depuis peu à Paris. Donc un jour, maman m'appelle, on venait de déménager dans cet appartement qui est grand, et elle me dit, tu as de la place, tu vas héberger Suzanne de Canson avec ses tableaux, parce qu'elle doit les sortir de son garde-meuble pour œuvres d'art extraordinaires. Ces 2 grands tableaux, puisque les 2 faisaient à peu près en hauteur de 1,30 m sur 1,50 m. L'un était le gentleman sévillan de Murillo, et l'autre, Lady Westmoreland de Van Dyck. Le Murillo était à Paris en 1980 et il appartenait bien à Suzanne de Canson. Mais pourquoi l'a-t-elle sorti de son garde-meuble? Que voulait-elle en faire? Et elle nous a dit, est-ce que vous avez un cutter? Parce que nous allons les enlever du châssis. J'ai donc pris mon cutter, j'ai commencé à cisailler le bord de façon à pouvoir les désolidariser des châssis, et puis après j'ai commencé à rouler la première. Et ça s'est mis à sentir la peinture très très fort, comme s'il venait d'être peint, c'était absolument émouvant. Et voilà, on les a roulés, et elle nous a dit, maintenant vous allez les garder ici. Et donc je les ai mis sous un canapé. Ma porte n'était pas blindée, je n'avais pas d'alarme, je n'osais plus sortir, et moi je n'en revenais pas d'avoir ça à la maison. C'était incroyable. Quelques semaines plus tard, Suzanne est venue reprendre ses œuvres. Elle a mis ça dans une toile, on lui a, avec des ficelles, fait des poignées, et puis elle est partie avec ces 2 toiles. On l'a accompagnée à la gare de Lyon, elle a pris un train, je ne sais pas pour où, mais voilà, elle est partie avec ses toiles. Quand on l'a vue plus tard, elle nous a dit que ses toiles étaient parties en Suisse. Maître Boissonnet m'a emmené en voiture avec sa famille, les toiles cachées au fond de la voiture, roulées dans des tapis avec tous les skis par-dessus. Et les toiles sont passées sans problème, ont passé la frontière sans problème.
Elle savait que c'était pas légal de passer ces tableaux en Suisse, alors qu'ils étaient répertoriés en France, puisque ces tableaux appartenaient à son père. J'imagine qu'elle ne voulait pas les vendre en France. Elle voulait en tirer un meilleur prix ailleurs, certainement. Elle ne nous a pas donné l'explication. Voilà donc comment le Murillo est passé en Suisse 5 ans avant sa vente au Louvre. Là, quand même, on se posait quelques questions, à savoir, Madame Canson, d'accord, c'est une victime, mais une victime un peu qui participe à son propre vol, à ses propres détournements. Des gens commençaient à se demander un peu quel était le rôle de chacun dans la réalité. Notamment celui de Robert Boissonnet, l'avocat. Un homme dont tous les amis de Suzanne de Canson ont beaucoup entendu parler. Pour Madame de Canson, Boissonnet était un homme parfait, c'était la justice, c'était l'avocat, c'était un homme chrétien, pratiquant, qui allait à la messe tous les dimanches avec ses enfants, enfin quelqu'un de très bien. Et elle avait une confiance aveugle. Quand elle a tourné le pendule pour Boissonnet, le pendule a dû fortement tourner parce qu'à partir de ce moment-là, Boissonnet est devenu un demi-dieu pour Madame de Canson. Le pendule, pas seulement. L'avocat l'a tiré d'une mauvaise passe. Ils se sont rencontrés en 1973, une année pénible pour Suzanne de Canson. Après 40 ans de vie commune, sa compagne de toujours, Laurence Paul, l'a quitté un beau matin, à plus de 70 ans. Madame de Canson, elle était sûrement très très mal. Mais elle n'en parlait pas trop. Hein. Je pense qu'elle était aussi très vexée. Parce qu'elle se vexait aussi. Elle était très fière et elle n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. D'autant que dans sa fuite, Laurence Paul a emporté 2 tableaux de grande valeur, un Titien et un Rembrandt. Suzanne remue ciel et terre pour les retrouver. Et c'est en recherchant, d'ailleurs, Madame Paul, que Madame de Canson, en se déplaçant à Brignoles, dans la famille de Madame Paul, va rencontrer Maître Boissonnet. Elle va charger Boissonnet de récupérer ses tableaux. L'avocat assigne Laurence Paul, qui s'est enfuie à Sion, en Suisse. Mais elle meurt en pleine procédure, en léguant les 2 tableaux à la ville. Qu'à cela ne tienne, Robert Boissonnet poursuit la municipalité et gagne le procès. La ville n'a pas rendu les tableaux, mais pour Suzanne de Canson, Robert Boissonnet est devenu un héros. Dorénavant, elle le consulte sur tout et pour tout. Elle semble avoir trouvé un protecteur. Pourtant, au fil des mois, son comportement change et ses amis commencent à s'inquiéter. Il y a quand même des choses bizarres. Elle disparaît de plus en plus souvent, elle donne plus de nouvelles. Quand elle revient, elle est très, très effrayée, très craintive. Et elle reçoit des coups de téléphone. Il faut toujours qu'elle reparte très très vite, comme si on l'attendait, comme si elle était surveillée. Ma mère pensait qu'elle était sous une contrainte. Sous la contrainte de quelqu'un ou de plusieurs personnes et qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Plus grave, en quelques mois, Suzanne de Canson est devenue l'ombre d'elle-même. On avait vraiment l'impression qu'elle avait dormi dans le caniveau ou sur le pas de la porte. Elle n'avait plus de tenue, si vous voulez. C'était effectivement triste de voir qu'elle s'était pas clochardisée au sens où elle n'avait pas une bouteille de vin dans la poche, non. Mais c'est simplement, après tout, on aurait pu lui donner son sou, comme on dit. Hein. Tous nous disent la même chose. Ils ont vu quelqu'un qui était en train de dépérir totalement. Quelqu'un qui était absent, à qui ils n'arrivaient pas à discuter, que ce n'était plus la même personne qu'ils avaient connue avant. Mal habillée, alors qu'elle était coquette, mal coiffée, un début de barbe, de barbiche, pas entretenue, et qui arrêtait là, qui regardait, qui disait, comme si elle attendait quelque chose du secours sans rien demander. Durant l'été 84, Suzanne raconte une histoire étrange, une histoire de vol.
Un jour, ma mère me téléphone en me disant c'est une catastrophe, Suzanne s'est fait voler les récépissés qu'elle avait du Mont-de-Piété de Paris, où elle avait engagé des dessins, des flambeaux en argent massif. Et ces récépissés lui ont été volés, elle était complètement paniquée, affolée, parce que évidemment ça représentait beaucoup d'argent pour elle. Et la personne qui possède le récépissé peut sortir comme elle veut ses objets d'art du Mont-de-Piété. Ils lui appartiennent. On ira faire nos propres vérifications et on s'apercevra au crédit municipal qu'effectivement les tableaux ont été dégagés. Alors on ne sait pas qui a volé le récépissé, mais les tableaux ont été dégagés avec le récépissé. Un dessin de Fragonard et 2 amours de Boucher, autant dire des chefs-d'œuvre. Suzanne de Canson les avait gagés pour une somme dérisoire, 16 000 francs, 2 500 €, car elle pensait les récupérer très vite. La personne qui lui a volé le récépissé savait très bien ce qu'elle faisait. On a tout de suite pensé à son avocat. On a tout de suite pensé qu'elle était chez lui et on pensait qu'elle était chez lui et que comme elle avait disparu, on n'avait plus de nouvelles. On a pensé à ça, mais on savait pas, on pouvait pas accuser. Et je sais que maman a passé beaucoup de coups de fil à Boissonnet. Au début, il était très agréable et après, il était très désagréable avec ma mère au téléphone, avec quasiment en lui disant de quoi vous vous mêlez. Vous n'avez pas à vous mêler des affaires de Suzanne. Tout semble accuser Boissonnet. Mais quand les gendarmes découvrent dans quelles conditions le gentilhomme sévillan a été vendu, ils pensent que l'affaire est trop grosse pour l'avocat toulonnais. Les catalogues Christie's proposaient le Murillo à 10 millions de francs. Mais curieusement, le marchand d'art a renoncé à la vente et c'est le Louvre qui a acquis la toile. Y aurait-il eu des pressions ? Monsieur le juge, que savez-vous de cette vente ? Bien, nous savons de cette vente que ce tableau avait été programmé pour être vendu par la société Christie's à Londres. Nous savons que le Louvre, M. Rosenberg, est intervenu auprès de Christie's pour que ce tableau soit rapatrié en France, car le Louvre a soutenu qu'il faisait partie du patrimoine français. Dans ces conditions, le prix convenu par le ministère de la Culture a été de 5 millions de francs. Et ce prix-là a été versé en Suisse sur le compte du notaire en charge de la succession Chapuis. Et donc vous vous rendez au Louvre Alors, pour en savoir un peu plus. Je rends au Louvre parce que je veux avoir accès au dossier de vente. Et là, nous attendons, ma greffière et moi, à peu près 3 heures. Et au bout de 3 heures, on nous dit que c'est pas la peine, il n'y a plus personne du cabinet, les responsables sont tous en réunion, etc. Bref, personne ne veut vous recevoir. Voilà. Sauf que vous apprenez quand même quelque chose, c'est le nom de la personne qui a vendu le tableau. J'ai la confirmation que l'héritière de Madame Chapuis est une certaine Joëlle Penel, qui est effectivement Joëlle Penel, qui est la personne chez qui Madame de Canson est décédée en 1986. Et c'est elle qui met en vente le tableau. Et c'est elle qui a donc diligenté cette vente. Et cette Joëlle Penel, elle a reçu de l'argent pour cette vente ? 2,5 millions de francs. Somme qu'elle va dilapider très rapidement. Comment se fait-il que le Murillo se soit retrouvé dans la succession de sa grand-mère, Madame Chapuis, alors que dans le même temps, il appartenait à Madame de Canson, qui était vivante ? Là, à l'époque, je veux dire, on est vraiment... La fraction de captation d'héritage se dessine. Pour ne pas éveiller les soupçons de maître Boissonnet et de Joëlle Penel, les gendarmes préfèrent retourner en Suisse. Ils veulent entendre les avocats et les notaires qui ont réglé la succession. Là-bas, oui, on a eu d'énormes difficultés. On n'a pas pu entendre aucun avocat. Le fait, c'est qu'ils ne vous reçoivent pas. Ils vous disent qu'ils ne sont pas là. Ou qu'ils n'ont pas le temps. Un avocat, c'est à la fois un avocat et un notaire. Ils font les deux professions en Suisse. C'est des gens très haut placés. Ils ont beaucoup d'influence. Alors les gendarmes essayent d'en savoir plus sur Jeanne Chapuis, la grand-mère maternelle de Joëlle Penel. Pourquoi Suzanne de Canson lui aurait-elle légué le tableau le plus prestigieux de son patrimoine ? Encore une fois, les gendarmes se tournent vers les amis proches de Suzanne. On n'a jamais entendu parler de Jeanne Chapuis.
jamais, jamais. Elle n'a pas pu donner de tableau à Madame Chapuis, c'est pas possible. On l'aurait su, elle nous en aurait parlé. Elle vendait vraiment pour vivre. Donc elle ne pouvait pas donner, ça c'était pas possible. Personne n'a entendu parler de cette Jeanne Chapuis. Les deux femmes n'étaient d'ailleurs vraiment pas du même monde. Jeanne Chapuis, veuve d'un cordonnier, finira sa vie à Genève, pauvre, alors à rien. Dans l'indigence la plus complète. Apparemment, Madame Canson et Madame Chapuis ne vivaient absolument pas dans le même milieu. Un, c'était un milieu le plus pauvre possible, l'autre, c'était un milieu de luxe. Ils ne pouvaient pas se rencontrer. La succession Chapuis semble plus que douteuse. On dirait un montage élaboré pour spolier Suzanne de Canson. Mais les gendarmes n'en ont pas la preuve. Ils s'intéressent donc maintenant très sérieusement à cette Joëlle Penel, chez qui Suzanne de Canson est morte dans des circonstances très troubles. Joëlle Penel est née en 1940 en Indochine. Elle a 8 ans quand sa famille rentre en France. Elle est fille d'un militaire. Elle va donc aller de port en port, puisque c'est un militaire et un marin. À 16 ans ou 18 ans, elles sont sur Toulon. Elle se fait alors remarquer par sa beauté. Elle est élue Miss Toulon et rêve de gloire. Mais en 1958, au moment où Suzanne de Canson hérite de son père et mène la grande vie, Joëlle, elle, se marie avec un soldat marinier et fréquente les ports de garnison. Elle a marre de cette vie qu'elle a toujours connue, qui est toujours la même, partir, déménager en permanence. Joëlle Penel a 3 enfants, 2 garçons et une petite fille qui meurt à l'âge de 8 ans. En 1970, elle demande le divorce et s'installe à Toulon, la ville de sa courte gloire. Elle y rencontre un autre marin avec lequel elle a encore 2 garçons. Elle le persuade de quitter la marine et à tous les deux, ils ouvrent un bar à Chicago. Chicago étant le surnom de la basse ville de Toulon que tous les marins connaissent. Et là, le bar, le Candice Bar, ils le tiennent à tous les deux. Mais l'affaire tourne court. À l'époque, le petit Chicago est le quartier chaud de Toulon, le quartier où les marins peuvent consommer filles de joie et alcool. Les rixes sont fréquentes et un jour, une bagarre éclate au Candice Bar. Le compagnon de Joëlle tue alors un client à bout portant. Pour le compagnon, c'est la prison et le Candice Bar doit fermer 2 mois seulement après son ouverture. Et là, elle va se retrouver encore toute seule. Et elle va commencer à vivre d'expédients. D'abord, elle va commencer à peindre et aller dans des ventes, ramasser des croûtes, en faire des faux, mettre des fausses signatures ou les revendre. Elle va vivre comme ça. Par la suite, elle va aussi essayer d'escroquer des gens. Mais au début des années 80, Joëlle Penel se stabilise. Elle a trouvé un petit boulot chez un avocat toulonnais, le fameux maître Boissonnet. En fait, elle allait apporter des dossiers pour Boissonnet, elle les portait au tribunal ou à d'autres cabinets d'avocats, et c'est tout, elle faisait des courses. Les gendarmes savent donc maintenant comment maître Boissonnet connaissait les 2 femmes. Suzanne de Canson, bien sûr, sa cliente, mais aussi Joëlle Penel. Ils sont persuadés que l'avocat et l'artiste peintre ont fait main basse sur les biens de la vieille dame. Reste à trouver de quelle manière et surtout jusqu'où sont-ils allés pour ça. Les enquêteurs se penchent sur les relations entre Suzanne de Canson et Joëlle Penel. En fouillant dans la vie de Joëlle Penel, les gendarmes apprennent qu'elle a vécu avec Suzanne de Canson pendant plusieurs mois au Grand Hôtel de Toulon. C'était en 1985, justement au moment où Suzanne ne donne plus de signes de vie à ses amis. Les gendarmes interrogent alors les employés de l'hôtel. Rose était femme de chambre. C'est elle qui a accueilli les 2 femmes quand elles sont arrivées. Madame Penel est venue avec Madame de Canson et les 2 enfants. Ils ont pris le 3e étage. Ils ont pris les 3 chambres. Le lendemain,
Madame Penel, elle a ramené des tableaux dans sa chambre, 4 grands tableaux. Elle m'avait dit, Rose, vous faites attention quand vous ferez le ménage, étant donné que ce sont des tableaux de maître. Madame Penel, elle était assez grande, avec une chevelure assez ébouriffée. C'est pour ça qu'on l'appelait la lionne. Elle était très gentille, très avenante, sympathique. Elle s'absentait souvent, elle allait voir si elle pouvait vendre les tableaux. Madame de Constant, elle tournait dans sa chambre. Je suis rentrée une fois l'après-midi pour lui demander, Madame de Constant, avez-vous besoin de quelque chose? Elle me dit, non, ma petite Rose, c'est gentil, non. Vous sortez pas un peu? J'ai dit, si Madame Penel ne vient pas me chercher, je ne peux pas sortir. Pour la raison que je risque de tomber, et puis Madame Penel, ça ne lui fera pas plaisir. Ils avaient des bonnes relations. Mais au fil des semaines, l'état de la vieille dame de 75 ans semble se dégrader. Elle avait un visage triste, renfermé. Je lui ai posé la question, Madame de Constant, est-ce que vous êtes fatiguée? Madame de Constant me répond, oh ma pauvre Rose, si vous saviez. Alors je dis, qu'est-ce qui vous arrive encore? Madame de Penel me fait des misères. Je n'ai pas pris au sérieux. Parce que je n'ai pas trouvé Madame Penel si méchante que ça. Grâce au personnel de l'hôtel, les gendarmes apprennent que Joëlle Penel était en relation avec Londres et la Suisse. Elle se donnait beaucoup de mal pour vendre ses tableaux. Elle avait même embauché quelqu'un pour l'aider. Il me parle d'une secrétaire, d'une femme qui travaillait pour le compte de Joëlle Penel, comme secrétaire, comme dame de compagnie, et un peu pour tenir compagnie à De Canson également. Et on va se mettre à la recherche de cette personne. Une secrétaire, c'est au courant de tout. On suit sa trace. On arrive à un endroit, on nous dit allez là, on y va. On interroge autour les gens. Ah mais je crois qu'elle est à tel endroit, on va voir à tel endroit. Ah non, elle n'est pas là, alors on revient. Et là on va perdre du temps. La secrétaire reste introuvable. Alors les gendarmes s'intéressent à la maison où Suzanne de Canson est morte. Une villa achetée par Joëlle Penel à la Garde sur les hauteurs de Toulon. Les deux femmes s'y étaient installées en novembre 85 après avoir quitté le Grand Hôtel. Suzanne n'avait plus que 10 mois à vivre. Joëlle Penel y habite toujours. Les gendarmes interrogent les voisins discrètement. Et une voisine va nous expliquer que elle a aperçu une vieille dame, que cette vieille dame semblait un peu délaissée, ou souvent elle entendait des cris. Madame de Canson, lorsque nous on fait une enquête, est déjà morte depuis 2 ans. Et là, on constate que plus on prend du temps, plus les preuves, si on en trouve, vont disparaître. Le juge me dit, il faut tomber, il faut y aller. Tomber, c'est-à-dire arrêter Joëlle Penel et perquisitionner sa villa. Le 15 juin 88, les gendarmes débarquent à 6h du matin. On sonne, Penel ouvre la porte, elle est en robe de chambre, elle ne crie pas au loup, elle n'est pas étonnée. On dit qu'on a une perquisition à faire et puis on commence à se gratter la tête parce qu'on jette un œil à droite et à gauche et on voit des documents partout. Des documents partout, partout, partout. On ne peut pas lire à ce moment-là tout. Donc on va tout saisir et puis on va saisir la centaine de tableaux que l'on va trouver dans l'appartement. Certains, manifestement, avaient été peints par Madame Penel, puisqu'on y trouve un chevalet avec des tubes de peinture et tout ça. Joëlle Penel se présente comme artiste peintre. Elle aurait fait les beaux-arts et signe ses toiles Candice Candy. La perquisition continue et au milieu du désordre, les gendarmes tombent sur son portefeuille. Et là, on va, aux surprises, trouver une photo de Madame de Canson. Quand vous regardez la photo, vous avez le haut le cœur. Parce que cette photo, vous voyez une petite dame qui a des moustaches,
qui a une barbe, qui n'est pas entretenue, qui a les cheveux raides. Manifestement, c'est la photo d'une dame qui est délaissée. Joëlle Penel est mise en garde à vue. Joëlle Penel ne va faire que de parler. Elle va raconter un tas d'histoires. C'est plus de la mythomanie qu'autre chose. Elle va se faire passer tantôt pour la comtesse de Bonnemay, me semble-t-il. Elle nous dira même qu'elle connaît un ministre, qu'elle citera, qu'elle a des avocats très connus et de renom qui s'occupent d'elle, qu'elle connaît du monde. Et c'est pas des menaces, mais bon, ça pourrait y ressembler pour certains. Elle essaye de s'en sortir. Au bout de 48 heures de garde à vue, Joëlle Penel est présentée au juge d'instruction de Toulon. Monsieur Bernard, Joëlle Penel se retrouve donc dans votre bureau. Et que vous dit-elle des relations qu'elle entretenait avec Madame Suzanne de Canson? Ce sont des relations, je ne dis pas quasiment filiales, mais en tout cas affectives. C'était une dame abandonnée qu'elle a hébergée, qu'elle a nourrie, qu'elle l'a fait voyager, l'a emmenée en Suisse, dans différents endroits. Et elle l'a présentée de manière très courante comme sa tante. Il a été relevé dans la procédure que Joëlle Penel se faisait appeler par certains Penel de Canson. C'est dire, elle a même eu un passeport sous ce nom. Comment explique-t-elle que Madame de Canson ait légué des toiles à sa grand-mère, Madame Chapuis? Sa grand-mère, donc Jeanne Chapuis, était une milliardaire qui fréquentait la famille de Canson. Et sa grand-mère même, qui aurait été à un moment donné la maîtresse de Balthus, ce qui faisait que Joëlle Penel était devenue le modèle de Balthus. Cette grand-mère donc avait même acheté des toiles au père de Canson, donc avant 1958. Et ils étaient connus de la famille, ce qui fait que Madame de Canson, tout naturellement, dans l'année 79, avait décidé de tout donner à Jeanne Chapuis. Ça, c'est de la mythomanie pure et simple. Complètement, oui. Le juge l'inculpe et l'écrout pour vol, faux et usage de faux et non-assistance à personne en danger. À la section de recherche d'Aix-en-Provence, les gendarmes ont du pain sur la planche. Ils doivent analyser tous les papiers saisis dans la maison de Joëlle Penel. On va trouver des donations de Canson d'une date et puis d'une autre date. On va retrouver des documents attestant que c'est sa grand-mère, une certaine Chapuis, qui lui donnera les tableaux. Donc tout ça, on sait qu'on va pouvoir travailler là-dessus et on va le faire. Un travail de titan. Les donations sont toutes signées par Suzanne de Canson. Certaines sont datées de 85, d'autres de 86 et même de 84. Des donations étranges qui se contredisent. En 84, Suzanne donne ses biens à Joëlle Penel directement. Mais en 85, elle les a donnés ou vendus à Jeanne Chapuis. Les gendarmes s'arrachent les cheveux lorsqu'ils tombent sur un document officiel authentifié par un notaire. C'est le testament de Suzanne qui fait de Joëlle Penel son unique héritière. Elle l'a signé 6 mois avant sa mort, devant 2 témoins, un ami de Joëlle Penel, son chauffeur, et son aide ménagère. Généralement, on prend 2 personnes, mais il ne faut pas que ces personnes soient liées soit avec le bénéficiaire, soit le testateur. C'est pas possible. Mais là, on va retrouver les 2 personnes. Une est employée de Pesnel, donc elle est dépendante de Pesnel, et l'autre, c'est le chauffeur amant de Pesnel. Le document est suspect. Les gendarmes cherchent l'aide ménagère. Josiane n'est plus au service de Penel. Aujourd'hui, elle peut parler. On va la retrouver et lorsqu'on va l'entendre, on va lui poser des questions sur les conditions dans lesquelles elle a été témoin pour le testament. Et on lui demande de nous raconter comment ça s'est passé. Elle va commencer à nous dire que Madame de Canson était très affaiblie, qu'il fallait plus ou moins la porter pour la mener, qu'elle était assise et que le notaire posait des questions et que c'était souvent Pesnel qui répondait aux questions.
Le notaire lui a demandé à plusieurs reprises, est-ce que vous êtes d'accord pour signer? Il l'a demandé à plusieurs reprises parce qu'elle ne répondait pas. Elle faisait C'est tout ce qu'elle faisait, c'est tout ce qu'elle disait. Puis elle a fini par signer. Le notaire l'a accepté, mais moi je me suis dit, c'est bizarre ça, qu'il accepte ça comme ça. Mais on lui a dit, l'aurait-elle battue, l'aurait-elle secouée devant le notaire? Ça nous paraissait totalement improbable. Elle a dit non, c'est depuis quelque temps, elle lui disait toujours tu vas signer. Et puis Madame Pesnel était de plus en plus sévère et plus rude avec Madame de Canson. Elle l'a privée de tout, hein. Elle n'avait même pas un mouchoir pour s'essuyer le nez, rien, pas un crayon pour écrire, elle n'avait pas de papier à lettres, pas d'enveloppe, elle n'avait rien, absolument rien. Dans sa chambre, il n'y avait que le matelas, le drap et la couverture, c'est tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas de meubles, pas de placard. Madame Pesnel m'a simplement dit, c'est une vieille tante au 5e degré. Je le garde parce que les gendarmes l'ont amenée. Elle dormait dans les cartons. Et elle m'a dit qu'elle était folle. Qu'elle était dangereuse et folle. Voilà, c'était tout ce qu'elle me disait. Il y avait une porte vitrée. Elle ne pouvait pas sortir, c'était fermé. Et l'autre porte qui donnait dans l'appartement était fermée à clé aussi. Elle était dans le noir, strictement dans le noir, même en pleine journée. Que ce soit jour et nuit, elle était dans le noir. C'est Madame Pesnel qui a dévissé l'ampoule parce qu'elle trouvait que Madame de Canson usait trop d'électricité. Elle était squelettique. Elle était un squelette ambulant, elle était vraiment squelettique. Elle ne tenait pas bien debout. Hein. Elle était faible. Elle ne mangeait pas. Elle n'avait rien à manger. Que des yaourts, des céréales. Mais elle ne mangeait jamais avec nous à table comme nous. Jamais. Madame Pesnel la douchait, évidemment c'est toujours elle qui la douchait. Et Madame de Canson s'est plainte que c'était trop chaud. Et ça, elle s'est plainte plusieurs fois. Elle lui lavait tout le corps avec le mire. Les cheveux, tout y passait. Avec des serpillières, elle l'essuyait. Pas de serviettes, des serpillières. Je me souviens très bien. Et un jour, elle l'a douché, puis à un moment donné, Madame Pesnel s'est éclipsée, et je me suis retrouvée seule avec Madame de Canson, puis elle a failli glisser. Elle s'est accrochée au dernier moment, puis elle s'est retournée vers moi d'un air implorant en me disant « Elle veut me tuer. » Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Moi, je ne savais pas quoi faire, hein. Moi, je me dis dans quel drap je me suis mise. Hein. Je ne savais pas, j'étais pas tranquille non plus, hein, de voir ça. Et je ne pouvais rien faire. Elle était sous la coupe de Madame de Pesnel. Hein. On va de surprise en surprise. Ça s'aggrave en permanence. Les gendarmes retrouvent 3 autres aides ménagères qui ont travaillé chez Joëlle Pesnel entre janvier et septembre 86. Elles racontent toutes la même histoire épouvantable. L'une d'elles aurait même alerté les services sociaux sans succès. Elle avait vu Madame de Canson manger ses excréments. Je lui ai dit, Madame de Canson, vous êtes une dame sensée. Elle m'a dit, oui, j'ai toute ma tête. Je lui ai dit, alors pourquoi vous mangez vos matières? J'ai dit, les premiers jours que je suis arrivée, vous aviez toujours des matières dans la bouche. Et elle a eu... elle s'est vraiment redressée. J'ai senti une dame vraiment du bon monde qui s'est redressée pour me dire « j'ai faim ». Mais ça a claqué sec, net, quand elle m'a dit « j'ai faim ». Et elle mourait de faim. Elle mourait de faim. Maître Francis Piner, avec Maître Vicenzini, vous êtes l'avocat de la partie civile. Avec le témoignage des aides ménagères, l'affaire prend une autre tournure. Comment va réagir
la famille à ces témoignages. La famille, elle est effondrée parce qu'au départ, elle a une démarche, on veut connaître la vérité, mais elle ne pense pas que la vérité puisse être ça. Et après, il y a toute une série de sentiments. Il y a le sentiment de se dire qu'on n'a pas été assez vigilant. Il y a le sentiment on aurait dû avoir plus de nouvelles. Il y a le sentiment pourquoi personne n'a parlé, pourquoi ces aides ménagères n'ont pas prévenu la police. Donc c'est des sentiments variés. Et puis surtout, c'est une profonde tristesse parce que c'est une fin triste et sordide. Pensez-vous que Suzanne de Canson ait pu succomber aux sévices infligés par Joël Penel? Est-ce qu'en gros c'est un meurtre? Est-ce que c'est des actes de torture et de barbarie qui ont entraîné la mort ou est-ce que c'est la séquestration? Le juge d'instruction va retenir la qualification de séquestration parce que celle-là, elle est indiscutable, elle est établie par de nombreux témoignages. Les conséquences de la séquestration sont-elles la mort? C'est difficile de répondre. On a quelqu'un dont le corps a été incinéré, on n'a pas d'éléments qui permettent d'établir ce qu'en droit on appellerait le lien de causalité entre les mauvais traitements et le décès, et donc l'homicide volontaire, on ne peut pas le retenir. Donc on reste sur la séquestration, enfin qui est une qualification suffisamment grave, puisque ça relève de la cour d'assises. Tandis que Joël Penel est poursuivi pour séquestration, maître Robert Boissonnet est inculpé de non-assistance à personne en danger et complicité de vol. L'avocat est lui aussi écroué. On a la conviction, à ce moment-là, qu'elle est morte à cause des tableaux. Donc, pour conforter notre opinion et ce qu'on fait, il nous faut retrouver tous les tableaux. Et puis, de toute façon, ça fait partie de notre mission. Et le gendarme a une idée. Publier un appel à témoins dans la gazette de l'hôtel Drouot avec une photo des tableaux recherchés et le portrait de Joël Penel et Robert Boissonnet. Et ça marche. Un grand antiquaire français va nous contacter et lorsqu'on ira le voir, il nous remettra 3 dessins de Boucher et de Fragonard. Il nous indiquera que c'est Joël Penel qui lui a vendu. C'est Penel qui a vendu ces 3 dessins, ceux que Suzanne de Canson avait déposés au Mont-de-Piété en 1984. Elle ne retrouvait plus son récépissé et quelqu'un avait retiré ses dessins. Les gendarmes savent maintenant qui est la voleuse. Alors qu'elle ne connaissait Suzanne de Canson que depuis quelques mois, elle avait déjà fait main basse sur ses biens. L'antiquaire explique aussi aux gendarmes que Joël Penel a voulu lui vendre des faux. Elle se sert de la collection Canson pour écouler tous les faux qu'elle a fait et même des œuvres qu'elle a fait à signer Candy Candice. Elle arrivera à en vendre. Elle va en vendre quelques-uns, elle va vendre des faux Miro, je crois, et puis je sais plus d'un Chagall qui va lui créer quelques ennuis, mais elle ne remboursera jamais. Les gendarmes retrouvent aussi le Guarty chez un galeriste. Le Quentin Latour, lui, est chez un avocat suisse. Tous disent la même chose, c'est Joël Penel qui leur a vendu ses toiles, souvent pour une bouchée de pain. Petit à petit, les gendarmes découvrent cette femme, une aventurière dotée d'un aplomb extraordinaire. Il faut voir Madame Penel. C'est ce qu'on appelle une forte femme. Elle a un caractère. Elle arrive à être convaincante quand elle parle. Ça ne la gêne pas de mentir devant tout le monde. Même si elle est prise en train de mentir, elle va retomber sur ses pattes en permanence. Ses proches décrivent une personne à la fois attachante et complexe. C'était un personnage qui pouvait être très sympathique et qui parfois pouvait être odieuse. Elle se débrouillait toujours pour avoir raison. Puis moi, je ne la contrariais pas à partir du moment où quelqu'un va absolument affirmer quelque chose, même si je sais que c'est faux, je lui laisse le rôle. Elle était de bonne compagnie, même quand elle mythomaniait devant nous. Eh bien, je l'écoutais avec plaisir parce que c'était drôle. C'est une personne qui avait grand besoin de reconnaissance, de se faire mousser, comme on dit, oui.
Ses avocats eux-mêmes restent bluffés par cette femme. Et elle avait un don inouï, je dis bien inouï, de la sagacité, le sens de l'anticipation. Elle réussissait à tisser des relations privilégiées. Elle était une prédatrice et lorsqu'elle rencontre Madame de Canson, pour elle c'est bingo. Elle sait qu'elle va gagner au loto. Madame de Canson représente tout ce que ne détenait pas Joël Penel, c'est-à-dire un nom, particule, l'argent, le milieu culturel. C'est quelqu'un qui n'a pas eu sans doute la vie qu'elle espérait avoir et qui a essayé de recomposer une vie à la quarantaine ou à la cinquantaine à partir d'éléments qui n'étaient pas vraiment les siens, pour essayer de se propulser dans un rôle, pour être enfin la grande dame qu'elle espérait être et qu'elle n'avait pas pu être en réalité dans la vraie vie. Une manipulatrice, certes. Une voleuse, peut-être. Mais de là à séquestrer Suzanne de Canson ou à monter seule cette captation d'héritage, les avocats de Joël Penel ne l'en croient pas capable. À cette période, les gendarmes et les juges pensent la même chose que la défense sur la captation d'héritage. D'autant plus qu'il y a du nouveau côté enquête. Les gendarmes ont retrouvé un témoin capital qui a beaucoup de choses à leur raconter. Ce témoin si précieux, c'est la secrétaire. Joël Penel l'avait embauchée quelques mois en 85 quand elle s'était installée au Grand Hôtel de Toulon avec Suzanne de Canson. Les gendarmes la cherchaient partout, ils l'ont retrouvée en octobre 88. Je vois arriver 2 gendarmes chez moi qui me disent voilà, on vient pour Madame Penel et je leur dis eh bien ça devait arriver. Et en fait j'étais ravie parce qu'elle ne m'avait jamais payé pendant ces 6 mois et donc je me suis dit eh bien voilà, la retourne. Du coup, la secrétaire parle volontiers. Elle explique que Penel l'a embauchée pour inventorier tous ses tableaux. Mais pas seulement. Un jour, elle me demande de taper un petit texte de quelques lignes qui disait je sous-signais Madame de Canson, et etc. En fait, qui voulait dire qu'elle voulait que Madame de Canson lui léguait à Madame Penel les tableaux. Joël Castro raconte qu'elle a tapé 3 donations bizarres au nom de Joël Penel et de Jeanne Chapuis. Elle les reconnaît parmi celles que les gendarmes ont saisies dans la villa. Et l'une des attestations sera datée de 1979. On lui fera remarquer, mais bon, elle était secrétaire, à l'époque elle cherchait du travail, elle en avait besoin, et donc on comprend très bien qu'elle était aux ordres de Pesnel. Elle avait une emprise psychologique sur ses enfants, sur Madame de Canson, sur moi. De toute façon, elle manipulait tout le monde. Une forte personnalité, des donations bidons, des signatures douteuses, jusqu'ici, rien de neuf. Les gendarmes veulent saisir la machine à écrire. La secrétaire ne l'a plus. La machine n'était pas à elle, ni à Joël Penel. Elle appartenait à une avocate de Marseille. Les 2 femmes étaient allées la chercher chez elle. Nous l'avons attendue devant sa villa. En discutant avec Madame Penel, je sais qu'elle s'appelait Maître Pestel de Bord. Elle est descendue et elle nous a amené une machine à écrire. Maître Marie-France Pestel de Bord, l'une des collaboratrices du plus célèbre et plus mondain ténor de l'époque, Maître Paul Lombard. Proche du pouvoir, il est le spécialiste des successions prestigieuses comme celles de Picasso, Miro ou Bonnard. Le témoignage de la secrétaire est une bombe. Pourquoi Pestel de Bord a-t-elle prêté une machine à écrire à Joël Penel? L'aurait-elle aidé à monter la fausse succession Chapuis? Bon, ben on va voir Pestel de Bord. Alors là, Pestel de Bord n'est plus collaboratrice de Lombard. Elle tient un cabinet, elle a ouvert un cabinet elle-même, mais elle n'a pas d'état d'âme. Elle va nous expliquer qu'elle a œuvré sous les ordres de Maître Paul Lombard et qu'elle a effectivement passé la machine à écrire, mais qu'elle n'est pas responsable du contenu de ce qui a été tapé. Monsieur le juge, qu'avez-vous à ce moment-là contre Marie-France Pestel de Bord? Madame Pestel de Bord se présente, j'allais dire, comme la collaboratrice, c'est-à-dire je fais ce que mon patron m'a demandé de faire. Mon patron m'a demandé de gérer les aspects administratifs
et technique de la vente des tableaux, ce que je fais. Maître Pestel de Bord dit la stratégie, en quelque sorte, la globalité du dossier, c'était Maître Lombard qui dirigeait bien sûr cette affaire. C'est lui qui avait été saisi, c'est pas Maître Pestel de Bord. Vous entendez Maître Lombard dans votre bureau pendant 5 heures. Et il m'affirme, je ne suis intervenu personnellement que dans les contacts avec le Louvre et Christie's. Le surplus, je n'ai pas géré le surplus. Tout le reste ressortait de la compétence de ma collaboratrice. Le 9 décembre, vous inculpez Maître Pestel de Bord, pour quel motif? Oui. Et pour sa complicité de faux en écriture privée et complicité de vol. Et Maître Lombard? Je n'ai pas encore, à ce moment-là, au début du mois de décembre, d'éléments pouvant me permettre de prononcer une mise en examen. Dominique, le juge n'a pas que le cabinet d'avocats marseillais dans le collimateur, il a aussi le Louvre. Pourquoi? Parce que le juge d'instruction va découvrir l'existence de cette lettre, Frédéric. C'est une lettre qui a été écrite par Pierre Rosenberg, qui est le chef du département des peintures au musée du Louvre. Et il a écrit cette lettre le 6 mars 1981 à Madame de Canson. Dans cette lettre, il lui explique que le musée du Louvre aimerait se porter acquéreur d'un tableau qu'elle possède et qui est le gentilhomme sévillan de Murillo. Et alors? Et alors, ça pose un vrai problème, parce que Pierre Rosenberg écrit cette lettre en 1981 à Madame de Canson, ce qui fait qu'il sait très bien à qui appartient le tableau en 1981. Et c'est lui, quelques années plus tard, en 1985, qui va se charger des transactions entre Christie's et le musée du Louvre pour l'achat du même tableau qui apparaît au catalogue de Christie's, mais appartenant à une certaine Madame Chapuis, décédée en 79. Ça aurait quand même dû éveiller des soupçons pour Pierre Rosenberg. Donc pour le juge, Pierre Rosenberg a fermé les yeux sur la véritable propriétaire de ce tableau. Il aurait pu être un peu plus prudent en tout cas. Il ne s'est pas posé plus de questions que ça. Et c'est la raison pour laquelle, le 13 décembre 1988, le juge Bernard va mettre en examen, va inculper aujourd'hui, on dirait mettre en examen, Pierre Rosenberg pour complicité de recel. Maître Lombard, Maître Pestel de Bord, Pierre Rosenberg, la liste des personnalités impliquées dans l'affaire grossit et la presse s'empare de l'histoire. Dans les journaux, on ne parle plus que du Murillo et des inculpations qui se succèdent. L'affaire Canson devient une affaire nationale, pas loin de l'affaire d'État. Le 21 décembre 88, Paul Lombard est à nouveau convoqué par le juge. Les journalistes se précipitent. Le TGI de Toulon était entouré de cars, de régies, de voitures de télévision, d'équipes de journaux. Donc on voyait visiblement qu'à Toulon, il y avait un événement majeur, même si ce n'était qu'une affaire judiciaire. C'était une meute, une harde. Voilà, lorsque Paul Lombard est arrivé, il y avait comme une vague qui traversait la salle des pas perdus, qui allait à droite, qui allait à gauche, qui heurtait le fond, qui revenait. Paul Lombard prisonnier au milieu, cherchant à rejoindre le cabinet de l'instruction. Je viens au rendez-vous que me fixe l'autorité judiciaire. J'y viens serein, détendu et déterminé. Serein et détendu, pas pour longtemps. Quelques heures plus tard, en plein journal télévisé, Alors justement, cette information qui nous parvient à l'instant, c'est une dépêche de l'AFP qui est datée de 13h09. Il est 13h10 il y a quelques secondes. Alors, l'avocat Paul Lombard vient d'être inculpé de complicité, de recel et usage de faux en écriture privée, inculpé par le juge d'instruction Jean-Paul Bernard. Paul Lombard, il a un destin national à cette époque-là. On parle de lui comme peut-être le futur garde des Sceaux. Moi, ce que je me suis dit, c'est il va loin. Il va loin, le juge Bernard. Il n'a pas peur, il y va, il fonce. Voilà. Le juge fonce et certains murmurent qu'il pourrait même aller plus loin, car Paul Lombard appelle à la rescousse un ami avocat et pas n'importe lequel.
Nous avons appris, je ne sais pas trop comment encore, mais par la rumeur du palais, que son avocat, maître Kijman, toutes les affaires cessantes, prenait un avion à Paris pour rejoindre Toulon. Nous avons dit, il y a du mandat de dépôt dans l'air. On attend que Paul Lombard soit placé en détention. On pense qu'il va y aller. Paul Lombard derrière les barreaux, impensable. Pourtant, dans le bureau du juge, c'est bien de cela qu'il s'agit. Vers 15h, Georges Kijman arrive avec une idée en tête, épargner la prison à son ami Paul Lombard. Dans le huis clos tendu qui l'oppose au juge, le substitut du procureur Pierre Cortès vient lui prêter main forte. Je présente pour le compte du ministère public le point de vue suivant. On a saisi toutes les preuves souhaitables dans ce dossier. Il y a eu une perquisition au cabinet de Maître Lombard. Ce dernier a toujours répondu aux convocations. Il offre toutes les garanties souhaitables de représentation. Et si on peut craindre encore qu'il y ait éventuellement des concertations frauduleuses, comme dit la loi, un contrôle judiciaire suffit qui lui ferait interdiction de rentrer en contact avec les autres protagonistes de ce dossier. C'est ce que je propose d'une instruction, lequel suit effectivement cette proposition-là et renonce à sa décision de placer en détention provisoire Paul Lombard. Paul Lombard a eu chaud, il est inculpé mais libre. Il quitte le palais de justice de Toulon par la petite porte à l'arrière du tribunal pour échapper aux journalistes. Dominique, dans son édition du 21 décembre 88, Le Canard enchaîné met en cause Paul Lombard sous le titre « L'insoutenable légèreté du maître ». Qu'est-ce qu'il y a dans cet article ? Un article de Louis-Marie Aurault qui accuse Paul Lombard de ne pas avoir dit tout ce qu'il savait sur cette affaire. La version du Canard enchaîné est la suivante. Les journalistes disent « Nous avons contacté Paul Lombard plusieurs semaines avant la publication de cet article. Paul Lombard nous a répondu qu'il ne s'était intéressé dans cette affaire qu'à la vente du Murillo à Christie's, puis à la vente du Murillo au musée du Louvre. Qu'il n'avait jamais eu à connaître, qu'il ne s'était jamais intéressé aux faux testaments et aux fausses donations qu'on trouve un peu partout dans ce dossier. Or, dans cet article, Le Canard enchaîné publie des notes inédites, des notes manuscrites de la main de Paul Lombard, qui sont écrites sur un papier en tête d'un hôtel de Genève où il séjournait, avec, processus en résumé, l'historique de la succession des différents propriétaires du tableau. D'abord M. de Canson, ensuite sa fille Suzanne, et puis Mme Chapuis, et puis Joël Penel. Et à partir de ce moment-là, Le Canard enchaîné considère, par ses notes, l'existence de ces notes, que Paul Lombard était au courant de ce qui se passait dans cette succession et qu'un avocat de sa dimension, de son calibre, qui connaît parfaitement les histoires de succession, aurait dû prendre ses jambes à son cou et laisser tomber cette affaire. Et comment Le Canard enchaîné s'est-il procuré ces notes ? Quand il y a une fuite comme ça s'appelle une fuite dans la presse, ça vient forcément de quelqu'un qui a intérêt à ce que ces notes sortent. L'article du Canard enchaîné paraît le 21 décembre, c'est-à-dire le jour même où Paul Lombard est entendu dans le cabinet du juge Bernard, où il va être, à l'époque on disait inculpé, donc mis en examen. Le papier sort ce jour-là. Maître Paul Lombard, cet article du Canard enchaîné vous fait beaucoup de tort. Pourquoi avoir écrit ces notes et dans quelles conditions ? Ce sont des notes que j'ai prises comme je prends dans toutes les affaires. Lorsque je débarque dans un univers qui n'est pas le mien, je demande à mes interlocuteurs, à ceux ou à celles qui me font confiance ou qui viennent me voir, de me faire le point de l'affaire. Et j'ai noté ce que me disait Madame Penel. Alors, comment vous êtes retrouvé dans cette succession ? Qui vous a appelé ? À l'époque, j'étais le grand spécialiste du droit artistique et le spécialiste des successions de peintres. C'est pourquoi Madame Penel, pour l'appeler par son nom, a fait appel à moi. Donc c'est Joël Penel qui vous a contacté ? Mais évidemment. C'est pas moi qui suis allé la contacter, je ne connaissais pas son existence. Ce n'est pas le Louvre ne vous a pas contacté. Pas du tout, là, à aucun moment, le Louvre m'a contacté. J'ai pensé que lorsqu'il fallait discuter l'interlocuteur le plus prestigieux, le plus insoupçonnable, c'était le Louvre, et que par conséquent, c'est avec lui et lui seul qu'on pouvait discuter. Mais à aucun moment, j'ai été en dehors des normes de la loi.
Et le juge, il vous soupçonnait de quoi en fait? Il pensait que vous aviez fait quoi? On pensait que j'avais peut-être facilité à un moment donné quelconque les démarches d'une fausse succession. Or, cette Madame Penel avait 3 notaires, 2 notaires français et un notaire suisse, et vous voulez, moi, avocat qui ne possède aucun moyen d'investigation, j'ai la puce à l'oreille, dire des choses pareilles, c'est indigne, voilà. Le juge pensait que votre intérêt, il était où, à vous? Je le cherche toujours. Les honoraires que mon cabinet a touchés étaient de 60 000 euros à peu près. Après, le fixe n'était plus que de 30 000 euros. Et pour 30 000 euros, j'ai déjà une somme importante. Vous croyez que j'aurais touché les 30 deniers du déshonneur et que j'aurais flanqué ma vie en l'air? Non, mais dites, qui peut prétendre ça sérieusement? Maître Lombard inculpé, le juge veut éclaircir le rôle des uns et des autres. Jusqu'ici, tout le monde se renvoie la balle. Alors le juge tente un coup, il organise une confrontation générale. Une confrontation en présence de tous les inculpés, mais aussi de Jeanne Deschamps, la sœur de Suzanne de Canson. C'est la première fois que les journalistes peuvent l'approcher. Ce jour-là, c'est un cirque, un peu, un cirque médiatique, et avec les ténors du barreau en vedette. Je crois que le magistrat instructeur a déclaré récemment que peut-être Maître Lombard était le sommet d'une pyramide. Moi, je crois que c'est une pyramide qui marche sur la tête. Et pour accueillir tout le monde, la confrontation a lieu dans la bibliothèque du palais. Mais c'est un échec. Chacun campe sur ses positions et 1988 s'achève sans révélation. Le 4 janvier, coup de théâtre. Joëlle Penel fait volte-face. Elle avoue que Suzanne de Canson n'a jamais rien légué à sa grand-mère. Et elle accuse Paul Lombard d'être le cerveau de cette fausse succession. Une stratégie de rupture orchestrée par son avocat Jacques Vergès. Que ma cliente, Madame Penel, n'est ni l'inventeur, ni le maître d'œuvre de la tentative de fraude fiscale. C'est qui l'instigateur? L'instigateur est forcément quelqu'un qui est un juriste. Vous dites, vous ne prononcez pas le nom de Paul Lombard, mais vous mettez tout le monde en condition de le penser. Alors, oui ou non, c'est lui ou c'est pas lui? D'après Madame Penel, c'est lui. Ah bon. D'accord. Et vous partagez cette analyse, d'après la connaissance du dossier que vous avez? D'après la connaissance du dossier, je partage cette analyse. Le lendemain, le juge convoque en urgence les principaux inculpés pour une nouvelle confrontation. Madame Penel. Monsieur Bernard, qu'est-ce qu'il ressort de cette nouvelle confrontation? Madame Penel accepte de discuter. Elle va reconnaître que la succession Chapuis est fausse, que les attestations de donation faites par Maître Boissonnet sont fausses, et que finalement, elle a fait ça pour pouvoir récupérer de l'argent, tout simplement. Et elle ajoute que Maître Lombard l'a volé dans la négociation avec le gouvernement. Bien sûr, Maître Lombard proteste et dit mais ça dépasse l'entendement, j'ai jamais entendu de choses pareilles, etc. Madame de Canson n'a-t-elle pas été oubliée en définitive dans cette agitation médiatico-judiciaire? Madame Canson reste quand même au centre de l'affaire. Est-ce que cette médiatisation, elle vous a gêné en définitive? Oui et non, je veux dire, il y a les deux côtés. Il y a le côté, bon, c'est un petit soutien quand vous pensez que il y a des pressions un petit peu fortes. Ça fait une petite soupape de lire quelques articles bien faits. Vous avez subi quoi comme pression? Il y a la pression faite par le barreau sur ce dossier-là. Je passe sur les autres pressions. C'est quoi les autres pressions, justement? Les autres pressions, je veux dire, ce sont des pressions. Alors, il y a eu en plus, par exemple, les épisodes des menaces de mort. Dans le même temps, d'ailleurs, vous êtes nommé vice-président au TGI de Lille. Ouais. C'est une sanction, c'est une promotion, c'est une promotion-sanction, c'est quoi? Ça peut être une promotion-sanction. Ce n'était pas un premier choix dans mes desiderata, mais je veux dire, ça a été en quelque sorte un soulagement, d'abord pour moi et ensuite pour ma famille. Parce que, je veux dire, quand vos enfants vont à l'école en voiture de police, c'est un peu compliqué à expliquer aux gosses. Voilà. C'est un peu dur. Cette affaire a été pénible, très pénible.
Début janvier 89, le juge Benjamin Rachebaud reprend l'affaire. Je vous demande de ne pas fumer la voiture, s'il vous plaît. Bien sûr. Le ton a changé, plus de caméras, plus d'interviews, plus de confrontation. Le juge relit les auditions, réentend les témoins, demande quelques vérifications. Et 1 an et demi plus tard, il boucle le dossier. Toutes les accusations portées par Joël Penel contre le célèbre avocat n'ont pas résisté aux vérifications. Le juge d'instruction ne retient finalement contre lui aucune responsabilité pénale. Maître Lombard bénéficie d'un non-lieu. Pour le juge, le montage grossier de la succession Chapuis ne peut pas être l'œuvre d'un professionnel. Quant aux notes publiées dans le Canard enchaîné, elles accusaient Maître Lombard hier, mais le dédouanent aujourd'hui. Si c'était lui qui avait effectivement conçu cette fraude, comme l'a dit Joël Penel, aurait-il eu besoin de prendre des notes? S'il en a prises, c'est qu'il reçoit ce montage de quelqu'un d'autre, de Joël Penel. Donc déjà, elle est prise en défaut. Même conclusion pour sa collaboratrice, Marie-France Pestel-Debord. C'est bien la machine à écrire personnelle de l'avocate qui a servi à Joël Penel pour taper de faux inventaires de succession. Mais Maître Pestel-Debord pouvait ignorer à quoi a servi sa machine à écrire. Elle bénéficie d'un non-lieu. Absolution sans réserve pour Pierre Rosenberg, ancien conservateur du musée du Louvre. L'instruction conclut que ce haut fonctionnaire est resté dans les limites de sa mission en tentant de ramener en France un tableau de Murillo sorti irrégulièrement. C'est vrai qu'on est un peu abasourdi. On a envie de dire tout ça pour ça. Des grands noms ont circulé, et à la fin, toujours pareil, quoi. L'histoire judiciaire se répète toujours, encore aujourd'hui, ça fait pchit. L'effet que ça laisse, cette série de non-lieux, c'est que les puissants sont difficiles à poursuivre, quoi. Ils avaient des arguments, ils les ont fait valoir et ils ont eu gain de cause, quoi. Maître Lombard, on a dit à l'époque que les puissants, je cite, étaient difficiles à poursuivre et qu'ils avaient eu gain de cause. Est-ce que c'est vous qui faites partie des puissants? Est-ce que j'ai l'impression que vous avez l'impression que je fais partie des puissants? À aucun moment je n'ai fait pression sur quiconque. À aucun moment j'ai essayé de détourner la loi. À aucun moment j'ai essayé, comment pourrais-je vous dire, de faire en sorte que la justice soit plus indulgente avec moi qu'avec une autre. Elle a fait son métier. Et moi qui ai servi cette institution pendant 63 ans, j'en suis encore blessé. Et alors ce non-lieu, pourquoi vous l'avez obtenu, selon vous? Je l'ai obtenu parce que j'avais rien fait. Voilà pourquoi j'avais obtenu. Et comment vous expliquez que Joël Penel vous est accusé à un moment donné d'avoir monté la fausse succession Chapuis? C'est vieux comme la justice. Que les innocents soient accusés par les coupables, je n'en dis pas davantage. Est-ce qu'avec le recul, vous pensez que vous avez été un peu négligent? Très franchement, non. J'ai été sans doute crédule. J'ai été, comment pourrais-je vous dire, trop crédule. Mais personne, je vous assure, personne ne peut me soupçonner d'une malhonnêteté quelconque. Ça ne vous a pas alerté, cette succession d'une vivante à une morte, par exemple? Que les testaments, les donations étaient des faux? Mais après, une fois que le dossier a été terminé, pendant 5 ans, on m'a interrogé, pendant 5 ans durait cette procédure et on n'a rien trouvé contre moi. Alors, je dis que dans cette affaire, je suis... Comment pourrais-je vous dire? Je suis encore mal remis de ce drame. Et si vous voulez, je vous passe une confidence, je m'en remettrai jamais. La vente du tableau et le déballage médiatique ont presque fini par faire oublier la mort de Suzanne de Canson. Ils ne sont plus que 2 à porter toute la responsabilité de l'affaire. Joël Penel est poursuivi pour vol, faux en écriture, extorsion de signature et séquestration, et Robert Boissonnet pour faux, escroquerie et non-assistance à personne en danger. Ils comparaissent en octobre 91 devant les assises du Var à Draguignan pour 3 semaines de débat. L'affaire est quand même fondamentalement une affaire criminelle, et donc la fin terrible de Suzanne de Canson est évidemment la question principale.
des magouilles secondaires par lesquelles un musée acquiert un tableau en permettant de ne pas payer de droits de succession, c'est pas très bien. Mais c'est pas fondamental. Et surtout, ça n'a pas été prouvé. Les inculpés d'hier sont les témoins d'aujourd'hui. Les avocats, notaires, responsables de musées défilent à la barre pour expliquer comment une aventurière a pu dépouiller une vieille dame et vendre au Louvre un tableau qui ne lui appartenait pas. Des explications qui cachent mal leur gêne. On est comme dans un jeu de poupée gigogne. C'est-à-dire que les notaires s'abritent derrière les avocats en disant oui mais bon il y avait un avocat célèbre, là, les avocats s'abritent derrière les notaires, le Louvre s'abrite derrière les avocats s'abritent derrière le Louvre et personne ne va voir parce que finalement est-ce que quelqu'un a intérêt à savoir si Joël Penel est bien ou non propriétaire de ce tableau? Les aides ménagères se succèdent à la barre et racontent dans quelle misère et dans quelle souffrance Suzanne de Canson a fini sa vie. Maître Garot, qui a rejoint la défense, contre-attaque. Si elle a vu de tels spectacles, pourquoi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi n'est-elle pas allée à la police? Pourquoi n'est-elle pas allée à la gendarmerie? Pourquoi n'est-elle pas allée à la DAS, etc. J'en passe et des meilleurs. Joël Penel, pendant les 6 derniers mois avant le décès de Suzanne de Canson, passait la moitié de son temps, la moitié de sa semaine, à Genève. Alors Suzanne de Canson a été séquestrée par Joël Penel 3-4 jours par semaine, et le reste du temps séquestrée par qui? Ça tient pas. Mais dans le box, Joël Penel ne répond pas aux accusations. Elle semble à côté de la plaque. Elle voulait se présenter comme elle aurait aimé être. C'est-à-dire qu'elle a répété encore une fois qu'elle était la nièce de Madame de Canson, qu'elle avait une descendance royale pratiquement. Qu'elle possédait un château en Savoie, qu'elle a servi de modèle au peintre Balthus, qu'elle connaissait le peintre Millet. Elle se comportait comme une véritable kamikaze judiciaire. Je me disais, mais elle va réagir. On me disait, mais Mme Penel va être condamnée lourdement. Mais du Lycélie, nous verrons bien. Elle avait la vedette. Les réquisitions durent 5 heures. L'avocat général Cortès demande le maximum, 20 ans pour Penel, 5 ans pour Boissonnet. Le jury délibère pendant plus de 12 heures, du jamais vu aux assises du Var. Il est plus de minuit quand la cour rend son verdict. Les jurés du Var ont tout de même reconnu les circonstances atténuantes à Joël Penel et l'ont condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Elle est catastrophée, elle a éclaté en sanglots, elle est allée vers son fils en disant mais j'ai rien fait. Déçu, catastrophé même, Robert Boissonnet, il devra retourner en maison d'arrêt. Les jurés l'ont condamné à 4 ans de prison, dont 1 avec sursis. Maître Spinner, comment vos clients et vous-même avez réagi à l'énoncé du verdict? Nous étions heureux, parce que c'était pas évident d'arriver à un verdict de culpabilité. Et c'est vrai que l'avocat général avait dit, en parlant du dossier, c'est la stèle à la mémoire de Suzanne de Canson. Et donc, voilà, justice est rendue. Et selon vous, tous les responsables se sont retrouvés dans le box? Tous les responsables de la séquestration et des mauvais traitements infligés à Suzanne de Canson sont dans le box. Pour le reste, ceux qui ont pu participer ou qui ont permis qu'elle soit dépouillée, c'est une autre question. Alors justement, on est allé au bout de l'affaire ? On est allé au bout de l'affaire, on sait parfaitement comment le patrimoine de Suzanne de Canson a été dérobé, vendu. Et on a vu donc, le Louvre, le plus grand musée de France, avoir un tableau qui provient finalement d'un crime. Et donc est-ce que toutes les responsabilités ont vraiment été désignées ? C'est la justice, quand nous étions à la faculté de droit, nos maîtres nous disaient que la morale et la loi sont deux choses différentes. Donc sur le plan légal, la justice a fait tout ce qu'elle pouvait.
Sur le plan de la morale, c'est affaire de conscience de chacun. Après avoir purgé sa peine, Joël Penel s'est reconverti dans l'immobilier. Quant à la famille de Suzanne de Canson, elle s'est battue longtemps pour récupérer ses toiles. En vain. Le gentilhomme sévillan est toujours au Louvre, premier étage, salle 26.